Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Bayard et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, c'est un nouveau chapitre pour Filigrane. La célèbre librairie bruxelloise change de lieu. Elle s'installe au Mayfair, tout près de la porte de Namur. J'ai toujours voulu avoir un département librairie dans Mayfair et l'arrivée de Filigrane est tombée à pic. Parmi les nombreux jeunes qui allient études et job étudiant, certains savent se démarquer en décrochant un poste qui correspond parfaitement à leur cursus. Il y avait le fait de devoir commencer un job étudiant, mais aussi le fait d'avoir besoin et envie de faire quelque chose qui a un lien direct avec les études. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7 à la une. Nouveau souffle pour Filigrane. La célèbre librairie bruxelloise quitte son adresse historique, mais pas le quartier. Direction le concept store Mayfair, à 2 pas de la porte de Namur. 4 étages, plus de 3000 mètres carrés, où les livres partagent désormais l'espace avec la mode et le design. Le propriétaire du lieu a mis 305 000 € pour éviter la fermeture et investi 1,5 million d'euros pour intégrer la librairie à cet espace. Mehmet Sandurac, propriétaire de Mayfair et Filigrane. Mayfair, effectivement, doit être un lieu de voyage. On doit se sentir hors de la Belgique, on doit se sentir en vacances. Et j'ai toujours voulu avoir une librairie, un département librairie dans Mayfair. Et l'arrivée de Filigrane est tombée à pic. Ça nous permet de pouvoir le faire sans faire les erreurs d'un débutant. Après des années de pertes, Filigrane espère enfin repasser dans le vert. L'ancienne librairie accueillait jusqu'à 45 000 visiteurs par mois. Aujourd'hui, installée au cœur du concept store Mayfair, elle compte sur un trafic plus dense, attiré par la proximité des autres départements. Grégory Ancard, managing director de Filigrane. On a aussi négocié avec la plupart de nos fournisseurs pour revoir les conditions qui étaient d'application. Et pour couronner le tout, bien évidemment, il y a une partie du personnel qui a décidé de poursuivre l'aventure. C'est-à-dire que plus ou moins 22 libraires continuent à travailler pour nous et au total, on est une équipe de 27 personnes, ce qui est un effectif plus réduit que par le passé. À la nouvelle adresse, Filigrane voit plus grand. La librairie devient un lieu de vie, un pôle culturel à part entière. Un espace restauration est déjà en place, géré par un sous-traitant. Bientôt, des événements, des rencontres, des dédicaces. Et à l'horizon, un rooftop en projet pour élargir encore l'expérience. Il y a des réflexions qui sont en cours pour ouvrir un nouvel espace. Il faut savoir aussi que le prix du livre est unique. Et donc, on pense aussi qu'au niveau du site internet, il y a possibilité de développer les ventes pour attirer cette clientèle qui actuellement va probablement sur des plateformes américaines et qui pourrait se diriger vers un libraire indépendant comme les Filigranes. Mayfair affiche ses ambitions. Le concept store vise un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros cette année et espère 5 millions de plus l'an prochain. Z sur 7 à la une. Étudiante en histoire de l'art à l'ULB, Louise fait partie des nombreux jeunes qui cumulent études et job étudiant. Mais à la différence de beaucoup, elle a trouvé un poste en lien direct avec son cursus. Depuis 2023, elle travaille à l'hôtel Van Eetveld, un musée art déco emblématique de Bruxelles. Louise Emmerechts, étudiante. Il y avait le fait de devoir commencer un job étudiant, mais aussi le fait d'avoir besoin et envie de faire quelque chose qui a un lien direct avec les études. Ça avait une importance tout simplement parce que moi je suis amenée à travailler dans un domaine pour lequel c'est parfois très difficile de trouver un emploi. Et donc ça a conditionné effectivement ma recherche de job étudiant. Ce n'est pas son premier poste dans le domaine, mais c'est probablement celui où elle a le plus appris. Louise est aujourd'hui en contrat à mi-temps dans ce musée bruxellois. 2 ans d'expérience qui ont largement renforcé ses compétences sur le terrain.
J'apprends du coup des subtilités du métier que j'ai pas apprises en auditoire. Là, je suis à la fin de mes études, donc je peux le dire, je n'ai pas appris le métier concrètement, surtout dans les études universitaires. On apprend beaucoup, c'est très théorique, c'est très cadré, c'est très académique, donc on apprend à faire de la recherche, mais tout le monde qui fait des études universitaires ne se destine pas à la recherche. Moi, j'étais plus dans le concret. Les étudiants ne se limitent plus au job d'été. D'après une enquête du cabinet Robert Half, ils sont de plus en plus nombreux à travailler toute l'année et souvent dans leur domaine d'études. Une évolution facilitée par la législation. Depuis le début de l'année, ils peuvent prester jusqu'à 650 heures par an. Un coup de pouce pour concilier job et études. Marie-Claire Hollislager chez Robert Half. C'est pas juste gagner de l'argent, travailler vite et éventuellement dépenser cet argent le plus vite possible. C'est vraiment déjà une base pour chercher un métier. C'est une base pour avoir des connexions. On peut pas non plus oublier la force d'avoir un CV qui est plus spécifique dans un certain domaine. Est-ce que ces heures sur le terrain feront la différence plus tard ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais pour cette étudiante, le calcul est vite fait. J'ai déjà des employeurs qui m'ont dit être impressionnés par mon CV, la qualité de mon CV. Donc j'ai l'impression, oui, de partir avec une longueur d'avance, surtout que ça arrive souvent des étudiantes qui ne trouvent pas de job dans leur domaine d'études, dans des choses qui n'ont pas de lien direct. Et donc parfois ils sont amenés à poursuivre ces jobs-là dans le futur. L'idéal pour Louise, continuer à travailler à l'hôtel Van Edveld après ses études. Même si l'avenir en décide autrement, elle garde confiance. Grâce à ses nombreux jobs dans la culture, elle sait que d'autres opportunités s'ouvriront à elle. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. La tension est palpable sur le marché locatif à Bruxelles et dans les grandes villes du pays. Selon le secteur, les freins à l'encontre des propriétaires se sont multipliés ces dernières années et l'encadrement des loyers à Bruxelles n'est qu'une des dernières étapes. Pour en parler, Fanny Rocher reçoit Baptiste Lambert, auteur du dossier Trends Tendance de cette semaine. Premièrement, on parle donc d'un marché sous tension, mais comment l'expliquer ? Est-ce qu'il y a trop de freins ? D'abord, c'est un constat. Donc à Bruxelles, effectivement, il y a une petite accalmie dans ce début de premier trimestre, avec une augmentation de 0,7%. Par contre, sur l'année dernière, oui, il y a une augmentation de 5%. Et depuis la crise sanitaire, c'est une augmentation des loyers de près de 25%. Donc il y a clairement un marché locatif qui est sous tension. En Wallonie, on est sur une tendance similaire l'année dernière. Par exemple, pour vous donner une idée, pour un bien, tout type de bien confondu, on est sur 800 € en Wallonie. On est à 1300 € à Bruxelles. À Bruxelles, c'est surtout les maisons de façade qui ont augmenté. En Wallonie, surtout les appartements dans les grandes villes. Deuxièmement, malgré l'absence de gouvernement bruxellois, nous n'avons pas empêché cette activation du mécanisme de régulation des loyers. D'abord, c'est ce que nous dit le secteur. Il y a une série de freins ces dernières années qui ont freiné l'offre, qui ont bridé l'offre. Alors, cela décourage quelque part les propriétaires qui peuvent décider d'investir leur argent ailleurs, moins de complications, peut-être en bourse. Note qu'en ce moment, c'est un peu compliqué aussi. Oui, c'est un peu compliqué aussi. Mais voilà, il y a une série de freins, et vous l'avez évoqué. Il y a cet encadrement des loyers à Bruxelles. Ouais. Alors pourquoi c'est important ? Effectivement, ça a été décidé sans gouvernement, au Parlement, avec une série de partis plutôt à gauche. Alors en bref, qu'est-ce qu'elle dit cette ordonnance ? Elle considère un loyer comme abusif s'il dépasse de 20% une certaine grille des loyers. Seulement les propriétaires, eux, disent, et les syndicats de propriétaires, ok, mais cette grille des loyers, elle n'est plus du tout à jour. Et c'est vrai, elle n'a plus été mise à jour depuis 2021, c'était au tout début de la crise inflationniste. Mais on peut penser aussi au changement de mesure sur les primes énergie. Voilà, il y a sur un saut d'index, par exemple, des loyers. C'est toute une série de freins qui bloquent finalement l'offre et la demande. L'offre est bridée. La demande, par contre, continue à être en hausse. Les prix augmentent. Troisièmement, Baptiste Lambert a poussé son enquête et a été voir comment cela se passait dans d'autres villes comme Paris, par exemple. Qu'en ressort-il ? C'est des expériences assez mitigées. En fait, ça dépend de pas mal de critères. Il y a surtout le critère donc, démographique que j'évoquais. Dans une grande ville, si la démographie pousse, évidemment, c'est plus compliqué. Il y a aussi la disponibilité de logements publics qui permet une bonne rotation entre les différents acteurs.
À Paris, c'est une expérience assez mitigée. Ça a baissé les loyers, mais il y a toute une partie qui est en dehors de la baisse des loyers. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de contrôle et pas assez de sanctions. À Berlin, ça a diminué les prix pendant, on va dire, à court terme. À moyen terme, ça a mis des tensions sur le marché de l'offre. Finalement, la décision a été cassée par la Cour constitutionnelle, ça n'existe plus. À Buenos Aires, c'est vraiment la tension la plus extrême. Tout un marché parallèle qui s'est créé, ça a fait bondir les loyers. Finalement, cet article introduit le supplément de cette semaine. Ce supplément est sur le guide immobilier avec comme question « Où investir aujourd'hui ?» Alors justement, que pouvons-nous y trouver ? Bien, voilà, comme vous l'avez indiqué, c'est l'état du marché, donc avec une certaine reprise, ce début de 2025, où il y a la baisse des taux, évidemment, la baisse des taux d'intérêt des banques centrales. Il y a aussi cette diminution des droits d'enregistrement à 3% en Wallonie, qui booste un petit peu le marché. Vous retrouverez vraiment, commune par commune même, tous les enseignements, tous les bons plans à retrouver dans ce supplément de 100 pages. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer cet épisode, un détour par la bourse. Le marché du luxe, un secteur en constante évolution. Thomas Leclerc de la banque Degroof Petercam en parle à Fanny Rocher avec un focus sur l'état actuel et les perspectives pour 2025. Alors oui, si on reprend un peu l'historique des dernières années, on est sur une période assez atypique. Lors de la période 2020-2023, on a vraiment eu un boom en fait après le Covid. Les épargnants, lors des lockdowns, ont pu épargner un peu plus et donc ont pu, lors de la réouverture des économies, finalement se faire plaisir et acheter des produits de luxe. On a eu aussi ce début de l'inflation lors de cette période où les marques de luxe en ont aussi profité pour augmenter leur prix de manière significative. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un sac Chanel, il a quasi doublé de prix entre avant le Covid et 2022. Donc, ça a servi à gonfler la croissance, améliorer également les profits de ces boîtes. Depuis fin 2023, on observe plutôt une sorte d'essoufflement sur le secteur. L'inflation, la hausse des taux et la volatilité finalement des marchés ont joué. Les clients ont été plus prudents et plus sensibles au prix, ce qui a joué sur l'état du secteur général. 2025 devait être une année de rebond. On se demande alors si c'est vraiment le cas. Ah oui, c'était l'espoir début 2025. Les prévisions étaient assez optimistes. On attendait près de 5% de hausse en termes de ventes sur l'année 2025. D'autant plus que les résultats du dernier trimestre 2024 ont été plutôt bons dans l'ensemble. Seulement, on a eu des événements qui ont tout à fait changé la donne depuis le début d'année. Les révisions ont été revues très fortement à la baisse et on s'attend plutôt aujourd'hui, si on écoute les analystes, à moins 2% en termes de ventes sur l'année. Alors c'est forcément lié au climat géopolitique. Les tensions commerciales de Trump avec le reste du monde, particulièrement la Chine, ont eu leur impact. Justement, la Chine, ce n'est plus le moteur de croissance que nous avons connu pour le secteur. Alors oui, la Chine, on a observé en Chine une reprise post-Covid assez décevante. Notamment, la Chine fait face à ses propres problèmes sur l'immobilier. Maintenant, la guerre commerciale. Même Hermès, qui est en fait l'étalon or du secteur, a affiché un ralentissement de la progression de ses ventes en Chine au premier trimestre. C'est un signal fort car Hermès vise plutôt les ultra-riches, une clientèle peu affectée par les cycles économiques. Et alors si on revient sur les tarifs, ici les tarifs de Donald Trump, l'impact sur le luxe, finalement, il est assez différent de ce qu'on peut imaginer. L'impact, il est vraiment... c'est pas les tarifs eux-mêmes qui ont un impact clairement sur le sentiment ici, c'est plutôt ici clairement un effet psychologique. Quand on réfléchit les tarifs qui sont mis en place aujourd'hui sur l'Europe, où la plupart des produits de luxe sont produits, on est sur 10% aujourd'hui. Bon, ça peut changer encore au fil du temps, mais avec un niveau de 10% sur les coûts de fabrication, on est sur des niveaux qui sont tout à fait absorbables, que ce soit dans les prix ou peut-être un petit peu également dans les marges de ces sociétés. Ce qui fait vraiment mal, comme je disais, c'est l'aspect psychologique. Le luxe est très clairement lié à la confiance et un climat instable comme on vit actuellement depuis le début de l'année rend le consommateur un peu plus prudent. Beaucoup se demandent alors comment qualifier l'état actuel du secteur du luxe. Alors,
pour terminer ici, je pense qu'on peut parler clairement d'une période de transition après certaines années exceptionnelles. Donc on ne peut pas parler d'une crise, je pense, mais plutôt d'un ralentissement actuellement, qui est lié au contexte d'incertitude économique qu'on vit. Beaucoup de dépendance finalement à la macro, c'est assez difficile à anticiper. Par contre, on note aussi cette dynamique assez contrastée entre les marques. Certains résistent mieux que d'autres. Je citais notamment Hermès, on peut les comparer peut-être à LVMH ou à Kering, qui souffrent un peu plus en ce moment. Je pense qu'on va devoir attendre encore un peu avant de voir un vrai redémarrage, probablement une accalmie au niveau géopolitique et une amélioration du sentiment des consommateurs. Merci pour votre tour de l'actualité journalier, merci à vous pour votre fidélité. Et demain matin, nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Et oui, ça y est, c'est la fin pour aujourd'hui. Mais demain, nous revenons avec toutes vos analyses économiques et les dernières infos à ne pas manquer. Merci pour votre fidélité et à demain. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.